Avant l'impérium, avant les légions, avant la grande entreprise d'unification de l'humanité, il n'y avait qu'un seul être. Un être dont l'existence précède tous les empires et dont le but a été défini bien avant que l'histoire elle-même ne puisse être enregistrée. On lui a donné de nombreux noms, le maître de l'humanité, l'omniscient, l'empereur, mais ses véritables origines s'étendent dans les profondeurs primitives du mythe humain, une légende écrite dans le sang et les rêves d'âges oubliés. L'empereur n'est pas né d'une naissance mortelle comme d'autres. Il n'a pas été façonné par le hasard, ni par la folie des manipulations génétiques. Sa genèse est plus ancienne que n'importe quelle civilisation, plus ancienne que Terra elle-même en tant que siège du pouvoir. Pour le comprendre, il faut remonter non pas à l'aube de l'impérium, mais à l'aube de l'humanité elle-même, lorsque celle-ci était jeune, dispersée et craignait l'obscurité. C'était une époque avant les archives, où les chamans et les voyants parlaient à voix basse de forces qui dépassaient l'entendement. La chaîne, cette marée bouillonnante de pensées et d'émotions ayant pris forme, n'était pas encore le domaine d'entités voraces, et les grandes perversions du chaos n'avaient pas encore trouvé leur emprise sur les étoiles. Il s'agissait plutôt d'une force de la nature, d'un vaste océan encore vierge, où les rêves des mortels pouvaient prendre forme. Et c'est là, dans l'esprit des premiers mystiques, que les chuchotements de la prophétie ont commencé. Les premières tribus de l'humanité connaissaient les dangers du warp, car déjà à l'époque, il s'agissait d'un royaume d'ombres tapies, d'un miroir de l'âme de l'humanité. Les premiers psycheurs, chamans, oracles, sages anonymes, voyaient dans leur vision une catastrophe imminente, une tempête se préparant au-delà du voile. Ils prévoyaient ce que l'humanité ne pouvait pas encore saisir, que le destin de leur espèce serait une guerre non pas d'armée, mais de volonté, d'âme, de batailles invisibles livrées dans l'essence même de l'existence. C'est ainsi qu'en secret, ils se sont réunis. Sur de vastes distances, à travers des âges inconnus, les plus grands de leur espèce se rassemblèrent dans un dernier acte de défi contre l'obscurité. Ils n'ont pas résisté avec des armes, ni avec des incantations de protection. Au lieu de cela, ils se sont sacrifiés, non pas dans la mort, mais dans l'abandon de leurs esprits, fusionnant en quelque chose de plus qu'humain, quelque chose de singulier. Une âme suffisamment vaste pour résister aux horreurs à venir, un être d'une volonté, d'une intelligence et d'une puissance incalculable. De cette grande union, il est né. Pendant des milliers d'années, il a marché parmi l'humanité. Il n'a pas cherché de trône, ni exigé de fidélité. Au lieu de cela, il a observé. Il a appris. Il a façonné le cours de l'histoire de manière imperceptible, en guidant, en poussant, en veillant à ce que l'humanité perdure là où elle aurait pu tomber autrement. De grands royaumes se sont élevés et sont tombés entre ses mains, mais il n'a jamais revendiqué le pouvoir. Il était un architecte, pas un roi, un berger silencieux, pas un dieu. Mais les murmures de la prophétie ne cessèrent pas. Les ombres de la chaîne s'étaient agitées. Elles avaient faim. Elles attendaient. Le grand travail des chamans avait forgé un gardien, mais même lui était lié par le temps, par la lente marche de l'entropie. L'ère des mythes s'est éteinte, et à sa place, l'humanité a entamé son ascension, d'abord sous la forme de tribus éparses, puis de civilisations s'élançant vers les étoiles. Cette ascension s'accompagna d'arrogance, de folie et d'une lente mais inévitable descente vers l'âge des conflits. L'empereur savait ce qui allait se passer. Il l'avait prévu dans les échos du temps, dans les courants du destin qu'il ne pouvait lui-même contrôler. L'humanité s'élèverait et l'humanité tomberait. Les horreurs qui l'attendaient dépassaient l'entendement des mortels,
et elle ne serait pas le fait de simples envahisseurs ou de tribus en guerre. Elle viendrait de la distorsion elle-même, des choses qui se cachent au-delà du voile, attendant le jour où les étoiles brûleront de folie. C'est alors qu'il fait son choix. Il ne resterait plus une force invisible dans les annales de l'histoire. Il ne façonnera plus le monde depuis l'ombre. Le temps du silence était révolu. Pour survivre, l'humanité avait besoin d'unité. Elle avait besoin d'un but. Elle avait besoin d'un dirigeant suffisamment fort pour commander les étoiles, pour forger un empire capable de résister aux horreurs à venir. Mais alors même qu'il se frayait un chemin vers la domination galactique, des ombres se dessinaient déjà à la périphérie, indices de secrets encore à révéler. Des secrets qui seront un jour rayés de l'histoire, des secrets qui seront un jour effacés. Autrefois, l'humanité était incontestée parmi les étoiles. L'âge d'or de la technologie a vu naître de grands empires, des mondes autosuffisants et des esprits si avancés qu'ils ont plié les lois de la nature à leur volonté. C'était une époque de merveille, où la science rivalisait avec la divinité et où l'humanité n'avait pas d'égal. Mais l'arrogance est le signe annonciateur de la ruine. La distorsion, autrefois une marée silencieuse et mouvante, est devenue hostile. Des tempêtes ont déferlé dans le vide, engloutissant des flottes entières. Les routes commerciales qui reliaient les étoiles entre elles se sont effondrées dans le chaos. Des planètes, autrefois prospères grâce à la promesse d'unité, se sont retrouvées seules, coupées du monde, désespérées. L'isolement a engendré la peur a engendré la guerre. C'est ainsi que commença l'âge de la guerre, une ère d'anarchie implacable. Privés des moyens de transport interstellaire, les mondes se sont repliés sur eux-mêmes, accumulant les ressources qui leur restaient. Certains régressèrent à l'état féodal, leur ville, autrefois immense, tombant en ruine. D'autres ont sombré dans la guerre, les dirigeants, les despotes et les tyrans, s'emparant du pouvoir en l'absence d'un ordre supérieur. Et au-delà de toutes ces souffrances, quelque chose de bien plus grave s'agite. Le Warp ne s'était pas simplement retourné contre l'humanité, il était devenu affamé. Les psycheurs, autrefois rares, sont apparus en nombre incalculable. Leurs esprits, non formés, non protégés, devinrent les portes ouvertes d'horreurs invisibles. Dans d'innombrables mondes, les démons se frayèrent un chemin dans la réalité. Les civilisations furent dévorées de l'intérieur, leur peuple transformé en grotesques simulacres de vie. Ce qui avait été la promesse d'un potentiel humain illimité devint un cauchemar sans fin. L'impérium n'existait pas encore. L'empereur n'avait pas encore révélé sa main. Mais il observait. Pendant des siècles, il est passé inaperçu parmi l'humanité. Il avait guidé les empires depuis l'ombre, chuchoté à l'oreille des rois, façonné le cours de l'histoire d'une main invisible. Pourtant, l'âge de la guerre ne connaît pas la subtilité. Les ténèbres qui menaçaient désormais l'humanité ne pouvaient être défaites par des conseils discrets. Le moment est venu d'agir. Terra, autrefois berceau de la civilisation, était devenu un champ de bataille. Le monde du trône de l'humanité, autrefois puissant, avait sombré dans la barbarie. Les seigneurs de la guerre régnaient sur des territoires morcelés, réduisant les faibles en esclavage et se battant sur les ruines d'une époque oubliée. C'était un monde de souffrance, noyé dans son propre sang. C'est là que la longue guerre a commencé. L'empereur ne s'est pas présenté comme un messie et n'a pas exigé de dévotion. Il est venu en conquérant, armé de guerriers comme on n'en avait jamais vu auparavant. Des soldats génétiquement améliorés, plus forts, plus rapides, plus mortels que les hommes ordinaires. Les guerriers du tonnerre, ses premières créations,
n'étaient pas destinés à la diplomatie ou à la gouvernance. Ils étaient des instruments de guerre, conçus pour faire une seule chose, détruire. Un à un, les seigneurs de la guerre de Terra sont tombés. Leurs bannières brûlèrent, leurs forteresses furent brisées, leurs noms furent relégués dans l'oubli. À leur place, l'empereur sculpta quelque chose de nouveau, une vision d'unité, un monde reforgé sous sa domination. Les guerres d'unification furent brutales, mais elles étaient nécessaires. Terra devait être domptée avant que la Grande Guerre ne puisse commencer. Car même s'il écrasait les seigneurs de la guerre, les véritables ennemis de l'empereur se trouvaient au-delà des cieux empoisonnés de Terra. Il savait que l'âge de la guerre n'était pas une catastrophe naturelle. Elle avait été conçue, tordue par la volonté d'entités tapies au-delà du voile de la réalité. Les puissances de la ruine avaient vu le potentiel de l'humanité et cherchaient à la dévorer avant qu'elle ne puisse s'élever. Mais l'empereur ne le permet pas. La guerre pour Terra n'était qu'un début. La véritable guerre, celle contre le chaos lui-même, n'avait pas encore commencé. L'empereur avait passé des millénaires à se préparer. Son esprit avait vu depuis longtemps ce que d'autres ne pouvaient pas voir, à savoir que l'humanité ne pouvait pas se contenter de survivre aux horreurs du Warp. Elle devait les conquérir. Et pour ce faire, il aurait besoin de plus que des guerriers. Il aurait besoin de généraux, de champions, d'êtres créés à partir de sa propre essence. Les primarques. Alors que Terra tombait sous sa coupe, que les derniers seigneurs de guerre étaient brisés et que les premières pierres d'un nouvel empire étaient posées, il tourna son regard vers les étoiles. Les enfants perdus de son dessein attendaient. La galaxie était en ruine, mais il y mettrait de l'ordre. La longue guerre est loin d'être terminée. Cela ne faisait que commencer. Les guerres d'unification étaient terminées. Terra, qui n'était plus qu'un champ de ruines et de factions en guerre, était désormais agenouillé devant un seul et unique dirigeant. L'empereur avait remis de l'ordre dans le berceau de l'humanité, mais il savait que ce qu'il avait construit était fragile. L'œuvre n'était pas encore achevée. Ce qu'il avait forgé dans le sang et le feu n'était que la base. Les guerriers du tonnerre avaient été les outils de la conquête, les instruments brutaux de sa volonté. Ils n'avaient pas été créés pour la diplomatie ou l'empire, mais uniquement pour la guerre. Leur force immense et leur fureur inflexible avaient déchiré les seigneurs de la guerre de l'ancienne terre, écrasant toute opposition. Pourtant, malgré toute leur puissance, ils étaient imparfaits, instables, grossiers et voués à l'épuisement. Leur rage était incontrôlable, leur durée de vie brève. L'empereur savait depuis le début qu'ils ne représentaient pas l'avenir. Leur but avait été atteint. Il les a donc mis de côté. La purge a été rapide. Peu de guerriers du tonnerre vécurent assez longtemps pour s'interroger sur leur sort. Les premiers gardiens de l'empereur, les gardiens vêtus d'or de sa vision, procédèrent à l'élimination en secret. Certains se défendirent, rugissant de défis contre le maître qui les avait forgés. D'autres disparurent dans les profondeurs de Terra, leur existence effacée de l'histoire. Le monde qu'ils avaient unifié par leur sang les oublierait. L'empereur n'a pas de place pour les sentiments. Il a déjà tourné son esprit vers quelque chose de plus grand. Les guerriers du tonnerre avaient gagné la guerre, mais ils ne pouvaient pas construire l'avenir. L'ère qui s'annonce exige des guerriers non seulement de la force, mais aussi de la stabilité. Des soldats capables de durer au-delà d'une seule campagne. Des commandants capables de faire plus que détruire. L'empereur avait besoin de chefs, pas d'armes. C'est ainsi qu'est né le projet Primarque. Il s'agissait d'une entreprise sans précédent, une œuvre de perfection génétique tirée de l'essence même de l'empereur. Il façonna 20 êtres, chacun conçu pour incarner un aspect de sa volonté. Ce n'étaient pas de simples guerriers, mais des souverains,
des êtres d'une puissance et d'une intelligence inégalées, conçus pour commander les légions Astartes et faire régner l'ordre dans la galaxie. Chaque primarque était un chef-d'œuvre, une force singulière de la nature. En eux, il a tissé une force dépassant les limites des mortels, une intelligence suffisamment vaste pour surpasser des civilisations entières et un charisme capable d'inspirer des légions. Chacun d'entre eux avait un but et un tempérament différents, mais tous étaient destinés à servir un seul et même objectif, la réunification de l'humanité. À leur côté, il forma les légions Astartes, dont les fondements étaient issus de la même science génétique. Contrairement aux guerriers du tonnerre, ces guerriers étaient raffinés, stables et conçus pour durer. Chaque légion devait être le reflet de son primarque, une force qui concrétiserait sa vision. Pendant un certain temps, le projet se déroula comme prévu. Les primarques étaient en gestation dans leurs utérus artificiels et grandissaient en secret dans le laboratoire de l'empereur. La phase finale était proche. C'est alors qu'une catastrophe s'est produite. Une brèche dans la distorsion, violente, non naturelle, traversa le sanctuaire de l'empereur. En un seul instant catastrophique, les 20 primarques furent volés, leurs formes naissantes projetées dans le vide, dispersées dans les étoiles. L'empereur ne s'est pas mis en colère. Il ne s'est pas lamenté. Mais il a compris la vérité. Ce n'est pas un hasard. Le Warp, les entités tapies au-delà du voile, s'étaient opposées à lui. Peut-être avait-il prévu ce que ces êtres deviendraient, ce que leur présence signifierait pour le destin de la galaxie. Peut-être les craignait-il, ou peut-être n'était-ce que le premier coup d'une guerre à venir. L'empereur n'a pas faibli. Les primarques étaient perdus, mais leur héritage demeurait. Les légions avaient déjà été créées. La grande croisade se poursuivrait. S'il ne pouvait élever ses fils à ses côtés, il les trouverait dans les étoiles. Un à un, il reprendrait ce qui a été volé. C'est du moins ce qu'il croyait. En effet, alors qu'il se préparait à la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité, il ne connaissait pas encore le coût réel de ce qui avait été pris. Tous ses fils ne reviendront pas. 2 noms, 2 héritages, 2 fils, effacés avant que leur histoire ne soit racontée. L'empereur avait compris depuis longtemps que la force brute ne suffirait pas à réunir l'humanité. Les guerriers du tonnerre avaient prouvé que la puissance, bien qu'utile, était temporaire. Son rêve nécessitait quelque chose de plus grand, des chefs capables de commander, des stratèges capables de construire et des champions capables d'inspirer. Il se tourna donc vers sa plus grande ambition, une œuvre de maîtrise génétique sans précédent, le projet Primarque. Dans les profondeurs cachées de ses laboratoires, l'empereur a sculpté 20 fils, chacun doté de capacités inégalées. Il a tissé en eux le meilleur de l'humanité, une force sans commune mesure, un intellect suffisamment vaste pour comprendre les marées de la guerre et une résistance à toute épreuve pour affronter les horreurs qui se cachent au-delà de la réalité. Chacun d'entre eux était unique, incarnant différents aspects de sa volonté. Certains étaient des guerriers, d'autres des hommes d'État, des scientifiques ou des visionnaires. Ensemble, ils constitueraient la base de l'impérium, le pont entre l'autorité ultime de l'empereur et les innombrables mondes à reconquérir. Mais le pouvoir seul ne suffit pas. L'empereur cherchait à exercer un contrôle, car il connaissait les dangers d'une ambition incontrôlée. Chaque primarque a été conçu pour servir un but unique, l'unification de l'humanité sous une règle unique et incontestée. Sa règle, il serait brillant, mais lié à sa vision, d'une loyauté à toute épreuve. Il pensait les avoir façonnés pour qu'ils soient incorruptibles, mais il n'était pas le seul à regarder. D'autres forces, anciennes et malveillantes, ont vu son œuvre se déployer. Dans les courants intemporels de la chaîne, des entités d'une puissance indicible
tournèrent leurs regards vers ces êtres nouveau-nés. Les primarques ne ressemblaient à rien de ce qui avait été créé auparavant, des âmes tissées avec précision, des esprits non obscurcis par les superstitions qui entravaient les mortels inférieurs. Ils étaient censés être les plus puissants des guerriers de l'humanité, mais pour les êtres qui se cachaient dans le Warp, ils représentaient une menace. C'est ainsi qu'en un seul moment de désastre, le grand travail de l'empereur a été réduit à néant. La distorsion éclata dans les profondeurs de son sanctuaire. Une vague de puissance, violente et incontrôlée, balaya l'installation, ses énergies non naturelles, délibérées. Avant que l'empereur ne puisse agir, avant qu'il ne puisse contenir la tempête, ses créations furent arrachées à son emprise. Les primarques, encore dans leur capsule de gestation, furent arrachés à la réalité, dispersés dans le vide, projetés à travers les étoiles par une main invisible. L'empereur s'est battu pour les récupérer, mais il était trop tard. La distorsion les a emportés. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas gémi de désespoir. De telles émotions étaient indignes de lui. Au lieu de cela, il a calculé, analysé les possibilités. Ce n'était pas un hasard. Quelque chose était intervenu. Quelque chose les avait pris, les dispersant délibérément aux confins de la galaxie. Les puissances de la ruine, ces entités du chaos qui proliféraient au-delà du voile, avaient agi contre lui. Qu'il s'agisse de détruire son œuvre ou de la détourner à leur propre fin, il ne pouvait pas encore le dire. Mais il n'a pas cédé. Les Légiones Astartes, déjà en cours de production, lui serviraient d'avant-garde. Bien que les primarques aient disparu, leur héritage génétique demeure. L'empereur avait toujours ses armées. La grande croisade se poursuivrait, et il les trouverait. Pourtant, même dans sa confiance suprême, des questions subsistent. Les primarques avaient-ils été dispersés par pure malveillance, ou un mécanisme plus important était-il à l'œuvre? Le Warp n'était-il qu'un outil du chaos, ou une autre force, invisible, guidait-elle leur exil? Et si c'est le cas, dans quel but? L'empereur parle rarement de ce qui s'est passé à ce moment-là. À ses partisans, il déclara que les fils perdus seraient récupérés, qu'il les chercherait, quelle que soit la distance qui les sépare. Mais au plus profond de son esprit, une autre vérité le rongeait, une vérité qu'il n'exprimait pas à voix haute. Tous ne seront pas retrouvés. Un jour viendrait où deux de ses fils, deux noms effacés de l'histoire, ne seraient plus évoqués qu'à voix basse. Les primarques étaient perdus, dispersés par des forces invisibles à travers les étoiles. Pourtant, l'empereur n'abandonna pas sa grande œuvre. La grande croisade se poursuivrait, les Légiones Astartes marcheraient, et, un par un, ses fils seraient réclamés. Et ils l'ont été. Après des décennies de conquêtes incessantes, les enfants perdus de l'empereur furent redécouverts, élevés sur des mondes lointains et façonnés par les cultures qui les avaient trouvés. Des rois guerriers des planètes sauvages aux philosophes des métropoles dorées, chaque primarque était unique, sa nature étant modelée à la fois par son essence, forgée par ses gènes, et par les mondes qui étaient devenus son foyer. Ils furent accueillis comme des conquérants, des dirigeants, des dieux parmi les hommes. Mais pas tous. Deux noms se sont perdus dans le temps, leurs archives ont été effacées, leur héritage n'a pas été écrit. Alors qu'ils étaient 20, les annales de l'Imperium n'en comptent plus que 18. Les 2e et 11e fils, bien qu'ils aient jadis marché parmi les étoiles, ont été rayés de l'histoire. Leur destin est inconnu, leurs actes sont passés sous silence, leur existence même a été effacée. Pourtant, pour ceux qui savent tout chercher, de faibles traces subsistent. Les premières archives de la Grande Croisade font état de 20 légions, chacune portant le nom de son père disparu. Pendant un certain temps,
Elles ont combattu aux côtés de leurs frères, leurs bannières déployées, leurs flottes voguant dans le vide aux côtés des autres. Leurs guerriers saignaient au nom de l'empereur, leurs triomphes étaient célébrés, leurs serments ininterrompus. Puis, comme par décret, ils furent effacés. Leurs noms ne furent plus prononcés, leurs actes non écrits, leurs légions balayées des annales de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Et à leur place, le silence. Les guerriers de leur légion, autrefois comptés parmi les élus de l'empereur, ont tout simplement disparu. Aucun document officiel n'indique ce qu'ils sont devenus. Aucun décret n'explique leur disparition. Ils n'ont pas été considérés comme des traîtres, à l'instar d'Horus et de ses proches déchus. Il n'y a eu aucune déclaration de trahison, aucune proclamation d'hérésie. Ils ont simplement disparu. Mais l'histoire ne s'efface pas si facilement. Parmi les archives de la Grande Croisade qui ont survécu, il y a des fragments, de petites mentions éparses de campagnes menées aux côtés de légions qui n'existent plus. Certains mondes, purgés depuis longtemps, portent des marques de Legiones Astartes qui ne sont plus reconnus. Les murmures des souvenants, ces historiens qui ont voyagé avec la croisade, suggèrent que quelque chose de terrible est arrivé à ces légions perdues, quelque chose d'indescriptible. Certains récits, enfouis dans les archives de certains érudits impériaux, parlent de primarques qui ont défié la voie qui leur était tracée. Non pas à la manière d'Horus, non pas en tant que traître à l'empereur, mais en tant que quelque chose d'autre. Certains parlent de dissidence, de mots prononcés en opposition à la grande vision de l'impérium. D'autres évoquent des défauts, des imperfections profondes, qui ont rendu leur existence intenable. Mais la théorie la plus troublante est peut-être la suivante. Ces primarques n'ont pas failli à l'empereur. C'est plutôt l'empereur qui les a déçus. Ont-ils été sacrifiés pour une cause plus importante? Leurs vies et leurs héritages ont-ils été effacés au service d'un secret que seul lui pouvait connaître? Ont-ils découvert une vérité, un savoir interdit qui les rendait inaptes à se tenir aux côtés de leurs frères? Ou ont-ils simplement refusé, non par rébellion, mais par conviction, de suivre le chemin que l'empereur exigeait d'eux? La vérité reste inconnue. Ceux qui auraient pu la connaître sont morts depuis longtemps. Leurs frères, les 18 qui restent dans les mémoires, n'en parlent pas. Même les plus proches de l'empereur, ceux qui auraient dû s'interroger sur un tel effacement, sont restés silencieux. Et pourtant, les échos persistent. Aux confins de la galaxie, il y a des endroits où l'impérium ne marche pas, où les symboles des légions perdues se trouvent encore sur des ruines oubliées. Il y a des histoires, à peine murmurées, de guerriers qui n'existent pas, des commençants vêtus d'héraldiques non reconnus, menant des guerres hors de la vue de l'empereur. On dit que rien n'est jamais vraiment effacé, pas même les oubliés, pas même les condamnés. L'Imperium of Man repose sur le silence. Son histoire n'est pas un récit ininterrompu de triomphe, ni un compte-rendu honnête de son passé, mais un récit soigneusement élaboré, façonné par ceux qui décident de ce qui doit être rappelé et de ce qui doit être effacé. De toutes les vérités cachées de l'Imperium, peu sont aussi profondes que la perte des 2 primarques disparus. Alors qu'ils étaient 20, ils sont désormais 18. Ce n'est pas une spéculation, ni un mythe, mais un fait. Leur absence n'est pas un accident, elle est délibérée. Le Mechanicus, gardien des grandes archives de Mars, ne possède aucune trace d'eux. Le Librarium de Terra, où sont conservés les actes de la Grande Croisade, omet leur nom. Même la structure officielle des Legiones Astartes montre un vide, numéroté 2 et 11, mais dont on ne parle jamais. Ce n'est pas l'œuvre de la guerre ou du malheur. Il s'agit d'une censure d'une ampleur inouïe. Effacer une figure aussi puissante qu'un primarque n'est pas une mince affaire.
Il ne s'agissait pas de simples généraux ou guerriers, mais de demi-dieux, d'êtres façonnés par l'empereur lui-même, à la tête de légions qui sillonnaient les étoiles. Leur présence a façonné le cours de l'histoire. Et pourtant, ils ont disparu. Leurs histoires n'ont pas été écrites. Leurs guerriers sont absents. Qu'est-ce qui a pu justifier un tel effacement? L'Imperium, malgré sa doctrine rigide, ne raye pas les noms de ses annales sans raison. Les traîtres de l'hérésie d'Horus, ceux qui se sont retournés contre l'empereur et ont plongé la galaxie dans la ruine, n'ont jamais été effacés. Leurs noms restent gravés dans l'histoire. Lorgar, Perturabo, Magnus, Horus lui-même. Leurs crimes sont évoqués dans des avertissements. Leur trahison sert de leçon à tous ceux qui suivront. Mais les 2 et 11? Rien. Pas d'accusation, pas d'avertissement. Aucune trace de leur chute. Aucun récit de leur dernière bataille. Juste l'absence. Pourtant, malgré le silence, des murmures subsistent. Les premiers récits de la Grande Croisade contiennent des références erronées. Les mémorialistes qui ont relaté les premières conquêtes ont parfois laissé des notes fragmentaires, des allusions à des interactions avec des primarques dont les noms sont désormais interdits. Des rapports épars suggèrent qu'ils étaient présents dans les premiers jours de l'Imperium, leur légion marchant aux côtés de leurs frères. Mais à un moment donné, peut-être soudainement, peut-être progressivement, ils ont été effacés. Certains textes qui ont survécu suggèrent une purge, non pas lors d'une bataille contre un ennemi, mais par décret impérial. Certains récits, enfouis dans les archives du Mechanicus, font état de flottes entières disparaissant du jour au lendemain, leurs vaisseaux effacés des archives et leurs guerriers dont on ne parle plus jamais. Certains pensent que ce sont leurs propres frères qui les ont détruits. D'autres suggèrent que l'empereur lui-même a ordonné leur élimination, les jugeant inaptes à sa vision. Les raisons restent obscures. Ont-ils été détruits pour s'être écartés du plan de l'empereur? Ont-ils découvert quelque chose d'interdit, quelque chose qui ne pouvait pas exister? Ou ont-ils été enlevés par des forces qui échappent même au contrôle de l'empereur? Les archives officielles ne nous le diront jamais. L'Imperium veille à ce que la vérité reste enfouie. Poser trop de questions, c'est s'exposer à un examen minutieux, et l'examen minutieux, dans un régime fondé sur l'obéissance, est dangereux. Il y a des choses que l'on ne demande pas, des choses que l'on ne cherche pas. Et pourtant, des incohérences subsistent. Dans les profondeurs du Librarius de l'Inquisition, certains rapports expurgés font référence à des mondes dont les populations ont été soumises à des purges extrêmes, non pas par des xénos, ni par des traîtres, mais par l'Imperium lui-même. Ces mondes portaient des inscriptions, des monuments, des reliques de légions qui n'existent pas. Il existe des mythes, transmis à voix basse par les érudits de l'Ordo Hereticus, de guerriers errant encore dans le vide, portant les insignes de légions qui n'auraient jamais dû exister. Et parmi les anciens chapitres de Space Marines, parmi les fils des primarques connus, il y a des silences gênés lorsque les disparus sont mentionnés. Certains semblent se souvenir de plus de choses qu'ils n'en disent. D'autres agissent comme si la question n'était pas censée recevoir de réponse. Mais malgré toutes les théories, tous les enregistrements interdits, une chose est sûre. Leurs noms ont été effacés pour une raison précise. Et quelle que soit cette raison, l'Imperium a décidé que l'humanité ne devait jamais la connaître. Les légions de l'empereur étaient autrefois au nombre de 20, chacune étant le reflet de son père disparu, chacune étant une lame affûtée pour la grande croisade. Elles avaient été créées pour la conquête, pour porter le rêve de l'unité jusqu'aux confins des étoiles. Pourtant, tous n'allaient pas accomplir ce destin. 2 d'entre eux furent jetés dans l'oubli, leurs noms rayés des annales,
leurs actes passés sous silence. Ils s'étaient tenus parmi leurs frères autrefois, leurs bannières déployées dans le feu de la grande croisade. Leurs guerriers avaient saigné aux côtés des fils de Dorn, Russ, Guilliman et Sanguinius. Et puis, sans avertissement, sans explication, ils avaient disparu, effacés, totalement défaits. Leurs noms ne seront plus jamais prononcés. Leur monde, autrefois bastion de la puissance impériale, était perdu. Leurs légions, qui comptaient autrefois parmi les élus de l'empereur, disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. Leur effacement fut si complet, si absolu, que même les primarques survivants ne voulurent plus parler d'eux. Pourtant, il fut un temps où ils étaient connus. Parmi les archives de la première grande croisade, il existe des traces fugaces de leur existence. Une campagne oubliée, menée sur un monde désormais sans nom, où des guerriers vêtus de couleurs oubliées se tenaient aux côtés de l'empereur. Un fragment de texte, si soigneusement expurgé que seul le chiffre 2 subsiste, s'attardant dans le vide des mots effacés. Les échos de leur présence, dispersés dans des archives depuis longtemps scellées, murmurent de grandes actions aujourd'hui interdites. L'effacement n'était pas une simple destruction de documents. Il s'agissait d'une exécution menée sur la réalité elle-même. Ils ne sont pas simplement morts. Ils ont été supprimés. Certains de ceux qui étaient là les premiers jours ont parlé à voix basse d'un bilan, d'un moment où l'empereur lui-même a jugé ses fils perdus. Il n'y eut pas de déclaration, pas de condamnation, à la manière de ceux qui étaient tombés. Leurs noms n'ont pas été prononcés avec haine, et leurs visages n'ont pas été gravés dans la mémoire de leurs frères comme des traîtres. Il n'y eut que le silence. Un silence qui vient avec le feu. Il y a des vestiges de batailles menées par les guerriers de la Grande Croisade, des guerres dont l'histoire ne garde aucune trace, des conflits où des Astartes ont combattu des Astartes dans le noir profond de l'espace, leurs allégeances se perdant dans le temps. Il y a des mondes brisés, enterrés depuis longtemps sous des couches de contrôle impérial, où les ruines témoignent de la destruction causée par la main même de l'empereur. Quel crime aurait pu justifier un tel sort? Aucune hérésie n'a jamais été nommée, aucune trahison n'a été déclarée. L'impérium n'efface pas ses ennemis, il les détruit, les transforme en avertissement pour tous ceux qui suivront. Les traîtres de l'hérésie d'Horus existent toujours, leurs actes sont gravés dans l'histoire. Mais les primarques perdus, eux, ont été effacés des mémoires. Certains disent qu'ils s'étaient détournés de l'empereur avant que le chemin de la Grande Croisade ne soit tracé. Dans les premiers temps, lorsque l'impérium n'était encore qu'une chose informe, lorsque la domination de Terra n'était pas encore un empire, mais une idée, ses fils avaient prononcé des paroles qui ne pouvaient être tolérées, qu'ils avaient vu quelque chose dans la vision de l'empereur qu'ils ne pouvaient accepter. D'autres pensent qu'ils ont été frappés pour ce qu'ils étaient devenus, que la faille n'était pas dans leur loyauté, mais dans leur existence même, que leur légion avait changé, que les guerriers qui les suivaient étaient devenus quelque chose qu'on n'aurait pas dû laisser perdurer. Certains murmurent que l'empereur ne les a pas tués par colère, ni par guerre, mais par chagrin, qu'il avait commis une erreur qui ne pouvait être tolérée, que leur mort n'était pas des exécutions, mais un sacrifice nécessaire pour assurer la survie de l'impérium. Les échos de leur passage perdurent. Il y a des endroits où leur présence peut encore être ressentie, là où l'impérium ne marche pas, là où les ruines portent les marques de guerriers dont on ne se souvient pas. Les étoiles recèlent encore des secrets, même à l'ère de la guerre sans fin. Les fils perdus sont partis. Leurs légions ne sont plus que poussière. Mais rien n'est jamais vraiment effacé, pas même les condamnés. L'empereur n'a pas hésité.
Il ne vacille pas. Sa volonté est une loi, son but est indéniable. Depuis qu'il avait mis en œuvre son grand dessein, il savait quel sacrifice serait nécessaire. Pour bâtir un empire, pour créer l'impérium, pour mettre de l'ordre dans le chaos de l'humanité, rien ne pouvait être laissé au hasard. Chaque décision était prise avec une certitude absolue, chaque acte commis avec la conviction inébranlable qu'il était nécessaire, même lorsque cette nécessité exigeait l'effacement de ses propres fils. On n'en parle qu'à voix basse. La Grande Purge, la guerre cachée qui s'est déroulée avant l'hérésie d'Horus, avant que l'impérium ne soit brisé par sa propre démesure. Contrairement aux guerres menées contre les Xénos, contre les civilisations perdues de l'homme, contre les horreurs gigantesques du Warp, cette guerre était différente. C'était une guerre intérieure. L'histoire impériale n'en fait pas mention. Pas de grande proclamation, pas de déclaration triomphale de victoire. Aucune statue n'est érigée en l'honneur de ceux qui ont combattu. Aucune chanson n'évoque les batailles menées. Il n'y a que le silence. Et dans ce silence, il y a quelque chose de bien plus terrible que la guerre. Parce qu'on se souvient de la guerre. On se souvient des traîtres de l'hérésie d'Horus. Lorgar, le premier à se retourner. Magnus, dont l'orgueil l'a condamné. Horus, le fils préféré qui est tombé le plus bas. Leurs noms sont gravés dans les annales de l'histoire comme des avertissements. On parle d'eux pour que d'autres connaissent leur destin, pour que personne ne suive leurs traces. Leur trahison a été terrible, mais elle a été autorisée à exister. Les fils perdus des 2 et 11 ne l'étaient pas. Leur sort est tout autre. Ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas été punis. Ils ont été effacés. Mais l'effacement laisse des cicatrices. Dans les premiers jours de la Grande Croisade, avant que les archives ne soient scannées, leur présence est encore perceptible. Il y a des lacunes dans les chronologies, des incohérences là où il y avait 20 primarques, là où il y avait 20 légions. Certains récits, expurgés, censurés, enfouis dans les recoins les plus sombres de l'histoire impériale, font allusion à leur existence. Des mentions fugaces de campagnes menées aux côtés de guerriers inconnus, d'alliances qui ont soudainement, inexplicablement, cessé d'exister. Et puis le silence. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a exigé non seulement la destruction, mais l'enlèvement. Et bien que l'histoire n'ait pas retenu ce moment, son poids demeure. Elle persiste dans le silence de ceux qui devraient se souvenir. Leman Russ, l'exécuteur de l'empereur, le sait. Bien qu'il ait mené de nombreuses purges, effectué de nombreux abattages au nom de l'impérium, il y en a un dont il n'a jamais parlé. La déroute de Fenris, la destruction de Prospero, on s'en souvient, les raisons sont justifiées. Mais il y avait une autre tâche, une autre mission qui lui avait été confiée bien avant l'hérésie. Et quoi qu'il se soit passé dans cette guerre oubliée depuis longtemps, cela l'a marqué. Rogaldorn, la forteresse inébranlable, le sait. Sa détermination n'a jamais faibli, sa loyauté n'a jamais faibli. Mais lorsqu'on lui pose la question, lorsqu'on aborde le sujet, sa réponse n'est ni un défi, ni une justification. C'est le silence. Et le silence n'est pas la voix de Dorn. Et Guilliman, l'architecte de l'ordre, le sait. Parmi tous ses frères, aucun n'a cherché à construire l'impérium comme lui. Aucun n'a vu le rêve de l'empereur avec autant de clarté. Et pourtant, lorsqu'on lui demande ce qu'il a perdu, lorsqu'on lui demande ce dont il se souvient, il se détourne. Ses paroles mesurées vacillent. Sa vision, si inébranlable dans tous les autres domaines, s'assombrit. Car même parmi les plus grands fils de l'empereur, il y a des choses dont il n'ose pas parler. L'empereur a vu quelque chose dans les fils perdus. Quelque chose qui ne pouvait pas être autorisé à exister. Les archives ne diront jamais ce que c'était.
Il s'agissait peut-être d'une rébellion, non pas de la défiance ouverte d'Horus, mais de quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Peut-être s'agissait-il d'un échec, d'une faiblesse qui ne pouvait être tolérée, d'un défaut qui les rendait indignes de l'avenir qu'ils construisaient, ou peut-être s'agissait-il de quelque chose de pire. Peut-être que les fils perdus n'étaient pas simplement des échecs, mais quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui, si on l'avait laissé perdurer, aurait tout défait. L'empereur ne les a pas créés pour régner, il les a créés pour servir, pour porter sa volonté dans les étoiles, pour exécuter sa grande vision sans poser de questions. S'ils avaient refusé, s'ils avaient vu dans son projet quelque chose qu'ils ne pouvaient accepter, ne les aurait-il pas effacés avant qu'ils n'aient pu répandre leur désaccord? S'ils étaient devenus quelque chose de plus, quelque chose que même lui ne pouvait contrôler, ne les aurait-il pas retirés de l'histoire elle-même? Il n'y a pas eu de procès, pas de déclaration de trahison. Le 2 et le 11 ont simplement disparu. La Grande Purge n'était pas une guerre, c'était une correction. Une correction si absolue que même les primarques restants ne pouvaient supporter d'en parler. Même l'empereur, dans toute sa puissance, dans toute sa certitude, devait savoir ce que cela signifiait. Que les fils qu'il avait créés, les fils qu'il avait façonnés à partir de sa propre essence, avaient été frappés par sa propre main. Qu'en les effaçant, il avait commis un péché si grand que même l'impérium n'oserait jamais le nommer. Les fils perdus sont partis. Leurs légions ne sont plus que poussière. Leur mémoire est un vide que personne n'ose combler. Mais rien n'est jamais vraiment effacé. Même dans le silence, les échos perdurent. Même dans le vide, leurs ombres demeurent. Les puissances de la ruine ont toujours été tapies au-delà du voile de la réalité, attendant le moment de frapper. Avant l'avènement de l'impérium, avant l'âge de la guerre, avant les premiers pas de l'humanité dans les étoiles, le grand ennemi avait déjà posé ses fondations. Le Warp n'a jamais été conçu pour être compris, ni pour être touché par des mains mortelles. Et pourtant, il appelle ceux qui cherchent la connaissance, ceux qui regardent trop profondément dans l'abîme. On chuchote que les fils perdus, le 2e et le 11e, n'étaient pas simplement des victimes du destin ou de la désobéissance, mais des victimes d'une guerre que l'histoire n'ose pas nommer, une guerre qui n'a pas été menée avec des bolters et des lames, mais avec un savoir trop dangereux pour être manié. La vérité sur l'annihilateur primordial, l'ennemi éternel de tout ce qui existe, était connue de l'empereur bien avant qu'il ne prenne part à la grande croisade. Il avait passé des millénaires à se préparer, à fortifier son esprit et sa volonté contre les murmures de la distorsion, à façonner l'avenir en prévision de la tempête qui viendrait un jour. Mais il n'était qu'un être, et même lui avait des limites. Ainsi, les fils perdus ont peut-être été sa plus grande expérience. Certains pensent que les 2 et 11 n'étaient pas comme leurs frères, qu'ils n'étaient pas de simples guerriers, ni de simples dirigeants destinés à gouverner et à commander. Qu'ils ont été conçus pour toute autre chose, comprendre le chaos, l'étudier, le contrôler. Une arme contre la distorsion, façonnée dans la chair et le sang. L'empereur n'était pas infaillible. Il voyait le chaos comme une force qu'il fallait nier, supprimer, ignorer, mais même lui devait savoir qu'un tel ennemi ne pouvait être vaincu par la seule ignorance. C'est pourquoi, peut-être, il a cherché à l'utiliser, à la manier, le façonner en quelque chose qu'il pouvait contrôler. Et qui pourrait mieux porter ce fardeau que 2 de ses propres fils? Si tel était leur destin, alors c'était un destin condamné dès le départ. Les primarques n'ont pas été créés comme de simples mortels. Leurs âmes brûlaient plus fort, leur présence dans la distorsion était plus puissante qu'aucun humain ne pourrait jamais le comprendre. Et pour ceux qui sont touchés par le chaos,
Il n'y a pas de juste milieu. Vous l'avez conquise. Ou bien il vous conquiert. La guerre silencieuse a peut-être commencé au moment où ses fils ont été trouvés. Ils ont été élevés dans le secret, testés contre des horreurs auxquelles aucune autre légion n'aurait été confrontée. Leur légion, formée selon des doctrines qui ont été effacées depuis longtemps, ont mené des batailles dont personne ne se souviendra. Leur campagne ne visait pas à conquérir des planètes, mais à les purifier. On dit que des systèmes entiers ont brûlé, non pas à cause de la guerre, mais à cause de quelque chose de bien pire. La contamination, la souillure, la corruption rampante qu'aucune lame ne peut tuer. Et puis un jour, ils ont disparu. Ont-ils succombé? Ont-ils été consumés par la connaissance même qu'ils avaient cherché à maîtriser? Ont-ils vu quelque chose, une vérité fondamentale qui les a brisés, qui les a retournés contre leur père, qui les a rendus dangereux comme jamais Horus ne l'avait été? Ou est-ce l'empereur qui a décidé que leur existence représentait un trop grand risque? On raconte que les Space Wolves ont un jour été appelés à faire la guerre à un frère. Ce Russ, le bourreau de l'empereur, a mené ses guerriers contre un ennemi qui n'était pas un ennemi, mais un parent. On se souvient de Prospero comme du monde qui a brûlé sous la colère des Velka Fenrica. Mais avant Prospero, il y en avait un autre. Le fils perdu, chassé, détruit, enterré dans le silence. Et pourtant, même dans la mort, les ombres demeurent. La grande croisade s'est construite sur le silence, sur des vérités cachées. L'Inquisition devint plus tard le bouclier qui empêcha l'Imperium de chercher trop loin, mais bien avant son existence, il y avait déjà des secrets. Les primarques qui restaient en savaient plus qu'ils ne l'ont jamais révélé. Ils savaient pourquoi leurs frères avaient été effacés. Ils savaient ce qui avait été purgé. Et ils ont choisi de ne pas en parler. La vérité aurait été trop dure à supporter. La guerre silencieuse n'a jamais été enregistrée, ni évoquée. C'est une guerre qui s'est déroulée et terminée avant que l'Imperium ne soit complètement formé. Une guerre dont on ne peut se souvenir, car cela reviendrait à inviter l'horreur une fois de plus. Les fils perdus sont partis. Leurs légions se sont dispersées dans le vide. Leurs noms ont été effacés du temps. Mais la guerre qu'ils ont menée, les connaissances qu'ils ont transmises, les vérités qu'ils ont découvertes, peuvent encore perdurer. Car rien dans la chaîne n'est vraiment oublié. Et aucun secret ne reste enfoui pour toujours. Une légion, c'est plus que des guerriers, plus que des flottes, plus que des bannières portées à la guerre. Une légion, c'est son primarque. Il est le guide, l'architecte, la raison d'être de la légion. Il est l'encre sur laquelle ces guerriers se définissent, la source de leur raison d'être. Sans lui, une légion est à la dérive, une arme sans main pour la manier. Pourtant, pour 2 légions, ce destin était scellé. Les guerriers des 2 et 11 avaient combattu et saigné pour l'empereur. Ils avaient fait la guerre lors de la grande croisade, avaient élevé l'Aquila sur les mondes conquis, s'étaient tenus aux côtés de leurs frères lorsqu'ils avaient repoussé les frontières de l'Imperium. Ils avaient existé. Et puis, ils avaient disparu. Il ne s'agissait pas d'un lent déclin, ni de la dissolution progressive d'une force perdue par attrition. Il s'agissait d'un retrait, rapide, absolu et définitif. Leurs primarques furent rayés de l'histoire, et avec eux, leurs guerriers. Leurs bannières furent retirées, leurs archives purgées, leurs victoires et leurs sacrifices enterrés sous le silence. Là où ils avaient connu la gloire, il n'y avait plus rien. L'Imperium n'oublie pas, il ne pardonne pas. Les traîtres de l'hérésie d'Horus demeurent, leurs noms sont prononcés avec venin, leur héritage est rappelé dans le sang et le feu. Leurs histoires perdurent comme des avertissements. Leurs actes sont gravés dans l'histoire
pour s'assurer qu'ils ne se reproduiront jamais. Mais les légions perdues, leurs noms ne sont pas prononcés du tout. Aucun édit n'explique leur absence. Aucun document ne détaille leur sort. L'Imperium se souvient de ses ennemis. Il ne se souvient pas d'eux. Pourtant, même l'effacement le plus absolu laisse des traces. Le vide de l'histoire n'est pas vide, il est lourd, pressant, étouffant dans son silence. Parmi les légions qui subsistent, certains portent le poids d'un savoir qu'ils n'osent pas exprimer. Leman Russ, l'exécuteur de l'empereur, accomplissait son devoir sans poser de questions, exécutait ses ordres sans hésitation. Mais il y avait une tâche dont il ne parlait jamais, une guerre qui n'était jamais enregistrée. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait perdu, il ne répondait pas. Rogal Dorn, l'inflexible, celui qui a tenu bon face à l'hérésie, celui qui n'a jamais fléchi face aux heures les plus sombres de l'Imperium, s'est détourné lorsque la question a été soulevée. Robud Guilliman, l'érudit, le stratège, le bâtisseur d'empire, n'a rien dit. Les guerriers des légions perdues n'ont pas simplement disparu. Ils s'étaient battus, ils avaient conquis, ils avaient laissé leur empreinte dans la galaxie. Ils n'avaient pas été vaincus au combat. Ils avaient été éliminés. Certains disent qu'ils ont été exterminés. Que l'ordre est venu de l'empereur lui-même, un décret exécuté avec une froide précision. Que leurs légions, souillées d'une manière irrémédiable, ont été pourchassées, non pas par des xénos, non pas par des traîtres, mais par leurs propres congénères. Les loups de l'espace avaient déjà été la lame de l'empereur, lâchés pour éliminer ceux qui s'étaient égarés. Peut-être l'avait-il fait avant Prospero. Si c'était vrai, c'était un crime sans nom. L'Imperium avait déjà effacé des civilisations de l'existence, avait détruit des espèces entières pour faire place au règne de l'humanité. Mais effacer ses propres fils, les rayer de l'histoire avec une telle finalité, c'était autre chose. D'autres pensent qu'ils n'ont pas été tués, mais dispersés, que leurs guerriers, désormais privés de primarques, ont été absorbés par d'autres forces. Parmi les légions restantes, une en particulier s'est développée au-delà de toutes les autres, les ultramarines. Leur nombre dépassait celui de leurs frères, leur force s'étendait sur 1 millier de mondes. En avait-il toujours été ainsi ? Ou s'étaient-ils agrandis en secret, renforcés par des guerriers qui n'avaient plus de nom, qui n'avaient plus de foyer? La vérité ne sera jamais connue. Les archives ont disparu. Les noms ont disparu. Même les souvenirs ont disparu. Et pourtant le vide demeure. Il y a des ruines parmi les étoiles qui n'appartiennent à aucune légion connue. Des champs de bataille où les inscriptions ne correspondent pas à l'héraldique d'un primarque encore existant. Des mondes où des chuchotements parlent de guerriers qui se battent encore, vêtus d'armures qui ne devraient pas exister, portant des bannières qui ne devraient pas exister. Les légions perdues ont disparu, mais leurs ombres demeurent. Peut-être le feront-ils toujours. L'empereur voyait plus loin que n'importe quel être ayant jamais vécu. Son esprit s'étendait à travers le temps, tissant des possibilités, voyant ce que les autres ne pouvaient pas voir. Chaque guerre, chaque conquête, chaque sacrifice n'était qu'un fil dans la grande tapisserie de son dessin. Rien de ce qu'il faisait n'était sans but. Et pourtant, dans ce dessin, il y avait des cicatrices, des blessures qu'il ne fallait pas laisser s'envenimer. Les 2 et 11 avaient autrefois marché aux côtés de leurs frères. Leur légion avait combattu, saigné et conquis au nom de l'Imperium. Puis, ils avaient disparu. Effacés non pas par le temps, non pas par la guerre, mais par le propre décret de l'empereur. Le silence qui suivit leur disparition n'était pas celui de l'oubli, mais celui de l'intention. Ce n'était pas de l'histoire perdue, c'était l'histoire détruite. L'Imperium n'efface pas sans raison.
L'empereur n'agit pas sans raison. Les fils perdus n'ont pas simplement disparu, ils ont été retirés, arrachés à la grande vision avant que leur présence ne puisse la fracturer de manière irrémédiable. Peut-être cela avait-il toujours été inévitable. Les primarques ont été créés pour apporter l'unité, mais ils sont tous différents. Chacun était doté d'une force unique, d'une facette de la volonté de l'empereur rendue manifeste. Mais toutes les facettes ne pouvaient être conservées. Certaines étaient des erreurs, certaines étaient dangereuses, certaines ne pouvaient être contrôlées. Un primarque qui ne correspondait pas à la conception n'était pas un primarque qui pouvait rester. La Grande Croisade n'avait pas pour seul objectif de reconquérir les mondes humains perdus. Il s'agissait de modeler l'impérium à l'image de l'empereur. Pas de déviation, aucune divergence. La galaxie devait être reforgée sous une règle singulière, et cette règle était la sienne. Mais que se passe-t-il si deux de ses fils ne se conforment pas, et si leur esprit, leurs idéaux, leur essence même, s'opposaient à ce qu'il exigeait? L'empereur ne tolère pas l'incertitude. Il a vu ce qu'il advient des empires qui autorisent les débats, les compromis. L'unité par le pouvoir exige une obéissance totale. Ainsi, les fils perdus n'ont pas été exilés. Ils n'ont pas été emprisonnés. Ils ont été défaits. Pas par haine, ni par colère, mais parce qu'ils devaient l'être. L'impérium ne pouvait pas se permettre de poser des questions à ses débuts. La Grande Croisade ne pouvait se permettre des dissonances parmi ses plus grands généraux. L'empereur ne pouvait pas permettre quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Les primarques étaient plus que des hommes mortels. Ils étaient quelque chose d'autre. Chacun d'entre eux était une force en soi, un être capable de remodeler le destin de civilisations entières. Même l'empereur, malgré tout son éclat, ne pouvait prédire ce qu'il deviendrait une fois dispersé dans les étoiles. Certains en sortiront plus forts qu'ils ne l'avaient prévu. Certains reviendraient avec un pouvoir supérieur à ce qui est sûr. Peut-être que les fils perdus étaient devenus quelque chose de trop. Non pas imparfait, mais trop parfait. Pas faible, mais trop fort. Leur potentiel s'était développé d'une manière qui ne pouvait pas être autorisée à exister. L'empereur n'agit pas par peur, il ne craint rien. Mais il comprend le risque. Il a compris que le grand œuvre qu'il avait commencé ne pouvait pas être déraillé par deux pièces mal placées sur l'échiquier. Ils ont donc été retirés du programme. Ceux qui sont restés n'en ont pas parlé. Russe, le bourreau, exécutait les ordres de l'empereur sans hésitation. Il avait déjà tué un frère. Peut-être en avait-il tué un autre auparavant. Mais là où la déroute de Prospero était une leçon gravée dans l'histoire, cette guerre est restée silencieuse. Dorne, l'inflexible, n'a jamais flanché au combat, ne s'est jamais détourné de la guerre. Et pourtant, lorsqu'on lui demandait, lorsqu'on le pressait, son regard tombait. Guilliman, qui a bâti des empires sur les cendres de la guerre, n'a même pas reconnu la question. L'érudit, le logicien, le maître de l'enregistrement et de l'ordre, a choisi de ne rien dire du tout. Et Malcador, le plus proche de l'empereur, celui qui en savait le plus, celui qui s'était tenu à ses côtés avant que le premier primarque n'ait jamais respiré, lorsqu'on l'interrogea sur les fils perdus, ne prononça que ces mots. C'est mieux ainsi. Les fils perdus avaient disparu. Leurs légions ont été effacées. Leurs noms ont été effacés du temps. Mais le silence demeure. L'impérium s'est construit sur la guerre, construit sur la conquête, sur le sacrifice, sur le sang de ceux qui sont tombés pour ouvrir la voie à l'avenir. Mais il s'est aussi construit sur des secrets. Et c'est le plus grand d'entre eux. Même morts, ils hantent l'impérium. Même effacés, ils ne sont pas vraiment oubliés. La conception de l'empereur était parfaite. Sa vision était absolue. Et pourtant, dans les endroits calmes de l'impérium,
dans les chuchotements des archives oubliées, dans le silence inquiet de ceux qui se souviennent encore, il subsiste la moindre trace de regret. L'impérium repose sur la certitude de la guerre, du sacrifice, de la volonté divine de l'empereur. Il ne supporte pas le mystère, il ne tolère pas l'incertitude. Ce qui est oublié doit rester oublié. Ce qui est effacé doit rester effacé. Et pourtant, dans les profondeurs de la distorsion, là où le temps et la réalité n'ont pas de forme, rien ne disparaît jamais vraiment. Il y a des chuchotements. Elle n'est pas prononcée dans les couloirs de Terra, ni enregistrée dans les archives de l'Adeptus Administratum, mais elle est murmurée dans le silence glacial des stations de l'espace lointain, dans les délires enfiévrés des astropathes mourants, dans les rêves de ceux qui peuvent entendre les voix de l'immatérium. Il parle de guerriers qui n'existent pas. Il parle d'une présence qui s'attarde dans les espaces entre la pensée et la mémoire. Il parle des perdus. Il y a des psycheurs qui prétendent entendre des voix qui appellent de l'autre côté du voile, des voix qui ne devraient pas être. Il ne s'agit pas des chuchotements ignobles des puissances ruineuses, ni des échos abrutissants des damnés. Ces voix sont différentes, calmes, délibérées, remplies de chagrin, mais pas de folie. Ceux qui les entendent décrivent le sentiment que quelque chose les observe, quelque chose qui attend juste au-delà de la portée, juste au-delà de la connaissance. Sur les vaisseaux noirs, où l'Impérium rassemble ses psycheurs pour les sacrifier au trône d'or, on trouve des témoignages de voyants qui ont hurlé de terreur, leur esprit s'effondrant sous le poids de quelque chose qui n'existe pas. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont vu, ils ne font que marmonner un nombre. 2. 11. L'Inquisition a mis sous scellé de nombreux dossiers de ce type, ne voulant pas reconnaître leurs implications. Ceux qui cherchent trop profondément dans le passé disparaissent. Ceux qui tentent de cataloguer les anomalies voient leur travail effacé, leur existence rayée des registres impériaux aussi sûrement que les primarques disparus eux-mêmes. Même parmi les Space Marines, dont la mémoire est longue et l'esprit discipliné contre les mensonges du Warp, la mention des fils disparus suscite un certain malaise. Les plus anciens d'entre eux, ceux qui ont combattu depuis l'époque de la Grande Croisade, hésitent parfois à raconter l'histoire de leur légion. C'est comme s'ils se souvenaient de quelque chose qu'ils ne devraient pas, quelque chose qui s'attarde à la périphérie de leur pensée comme un rêve à moitié oublié. Sur certains mondes, d'anciennes ruines portent des marques qui n'appartiennent à aucune légion connue. Les symboles sont grossiers, patinés par le temps, mais ils ne correspondent à aucune des 18 lignées génétiques de l'Adeptus Astartes. Leur origine est inconnue, leur présence inexpliquée. Lorsque des érudits impériaux tentent de les étudier, leurs découvertes sont perdues, leurs vaisseaux souffrent de dysfonctionnement, leurs transmissions se taisent avant d'atteindre Terra. Dans les profondeurs de l'espace, hors de portée de l'Astronomicon, on trouve des épaves du vide, des vaisseaux abandonnés d'origine inconnue, dont la coque porte des sigles qui ne correspondent à aucun chapitre connu. Des flottes d'explorateurs les ont trouvés dérivant dans les abysses, leurs ponts couverts de poussière, leurs couloirs silencieux. Mais les cadavres qui s'y trouvent, des géants cuirassés, figés dans le temps, ne portent aucun insigne. Leur armure est ancienne, et leur équipement ne ressemble à rien de connu depuis l'aube de l'Impérium. Dans certains de ces cimetières silencieux, les corps ont disparu. Les navires, intacts depuis des milliers d'années, montrent des signes de mouvement. La chaîne n'oublie pas. L'Impérium insiste sur le fait que les fils perdus ont disparu, que leur destin est scellé, qu'ils ne sont plus que poussière et souvenirs. Mais là où la réalité est la plus faible, dans les marées de l'immatérium où le temps et la vérité sont mouvants,
il y a des anomalies qui défient la raison. Certains pensent que les primarques perdus ne sont pas vraiment morts, qu'ils n'ont pas été tués mais exilés, projetés dans le vide d'une manière qu'aucun mortel ne peut comprendre. D'autres disent qu'ils sont piégés dans la distorsion elle-même, leurs âmes luttant à jamais contre les ténèbres qui cherchaient à les consumer. D'autres murmurent qu'ils marchent toujours, cachés aux yeux de l'Imperium, guidant des guerriers oubliés dans l'ombre, attendant le moment où ils pourront revenir. La vérité est inconnue. L'Imperium ne le cherchera pas, mais les échos demeurent. Et les échos, aussi faibles soient-ils, ne sont jamais vraiment silencieux. La vision de l'empereur n'est pas celle d'une simple conquête. La Grande Croisade n'était pas simplement une guerre pour récupérer les colonies perdues de l'humanité. C'était un moyen de parvenir à une fin, un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Il ne cherchait pas à dominer les étoiles pour elles-mêmes, ni à faire la guerre pour la gloire. Son but était de remodeler le tissu même de l'existence, d'élever l'humanité hors de portée des horreurs qui se cachent dans l'immatérium. L'impérium tel qu'il existe aujourd'hui n'est qu'une ombre fracturée de ce qu'il avait prévu. Il n'a jamais été prévu qu'il dépende du warp, ni qu'il soit enchaîné aux marées dangereuses et instables de l'immatérium. L'empereur savait qu'en dépendre, c'était être à la merci d'êtres qui ne devraient pas exister. Les navigateurs, les astropathes, les grands vaisseaux qui traversaient les étoiles, tout cela n'était que compromis, mesure temporaire jusqu'à ce que la véritable voie soit tracée. Le Webway était ce chemin. Ce n'était pas sa création, mais une relique d'une civilisation plus ancienne que l'humanité elle-même. Les Eldars avaient autrefois régné par ces couloirs sans fin, un labyrinthe de tunnels et de passages dans les profondeurs de l'univers, à l'abri du warp. Là où les vaisseaux humains dépendaient des marées imprévisibles du chaos, la voie du web était stable, intacte, incorruptible. La maîtriser reviendrait à rompre totalement la dépendance de l'humanité à l'égard de la distorsion. Ainsi, dans les profondeurs de Terra, l'empereur travaillait en secret. Sa plus grande œuvre, cachée même à ses fils, n'était pas les légions, ni la conquête de la galaxie, mais la création d'une nouvelle voie, une voie qui mettrait fin à la dépendance de l'humanité à l'égard des puissances qui l'ont harcelé pendant des millénaires. Une porte, un passage dans la voie du web, créé de sa propre main. Peu de gens connaissaient son existence. Plus rares encore sont ceux qui ont compris sa signification. Mais certains croient que le projet Webway n'était pas seulement le rêve d'un avenir libéré du chaos, mais la clé du destin des primarques disparus. Leur disparition fut rapide, leur nom rayé de tous les registres, leur légion dispersée ou détruite. Mais il existe des murmures, des fragments de connaissances enfouis dans les archives oubliées de Mars, dans les ruines des mondes perdus, qui indiquent qu'ils n'ont pas été effacés à cause d'un échec ou d'une trahison, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux. Certains pensent que les 2 et 11 n'étaient pas comme leurs frères, qu'ils avaient été créés dans un but différent, que même les autres primarques ne partageaient pas. L'empereur n'a pas façonné ses fils sans raison. Chacun a été conçu pour remplir un rôle dans la Grande Croisade, pour faire régner l'ordre dans les étoiles en son nom. Mais que se passerait-il si 2 d'entre eux avaient été façonnés pour quelque chose d'autre que la guerre? Selon certaines théories, ils n'étaient pas destinés à conquérir des mondes, ni à régner sur des mortels, mais à s'aventurer là où même leur père ne pouvait le faire. Ils devaient être les mains de l'empereur dans la voie du web, les premiers d'un nouvel ordre, des êtres capables de naviguer dans les passages labyrinthiques de cet ancien réseau, de le façonner, de l'étendre, de le maîtriser d'une manière que l'empereur n'avait pas encore révélée. Si c'est vrai, cela expliquerait beaucoup de choses. La voie du web n'était pas une route vide.
C'était un champ de bataille, une zone de guerre contre des horreurs anciennes que même l'empereur ne pouvait contrôler. Lorsqu'il commença son travail, il ne le fit pas sans opposition. Les forces tapies dans l'ombre, vestiges d'une époque antérieure à l'humanité, lui résistèrent. Le projet n'était pas une simple question de construction, c'était une guerre contre l'inconnu. Les fils perdus ont peut-être été ses premières victimes, ou ses premières armes. Si l'empereur les envoyait dans la voie, c'était parce qu'il les croyait capables de supporter ce qui les attendait à l'intérieur. S'ils étaient défaits, c'était parce qu'ils en avaient trop vu, ou parce que leur seule présence avait changé quelque chose d'irréversible. On murmure que lorsque le projet de la voie du web s'est effondré, lorsque le trône d'or est devenu une prison au lieu d'une passerelle, ce n'était pas simplement à cause de la folie de Magnus. Il y avait d'autres forces en jeu, des choses qui avaient déjà commencé à s'effilocher avant que les 1000 fils ne brisent le voile, que l'empereur avait déjà perdu quelque chose dans cette guerre. Ce n'est peut-être pas seulement un projet qui a été gâché. Il s'agissait peut-être de 2 fils. S'ils ont péri, leur mort est silencieuse. S'ils avaient survécu, l'empereur ne permettait pas que leur destin soit connu. La Voie lactée les avalait, ou l'empereur lui-même les jetait dans l'oubli, scellant ce qu'ils étaient devenus. Les fils perdus ont été effacés. Le projet Webway s'est effondré. L'Imperium fut abandonné à son sort, enchaîné à jamais au Warp, aux ténèbres auxquelles l'empereur avait tenté d'échapper. Pourtant, dans les profondeurs de Terra, les ruines de ce rêve persistent. Des tunnels scellés, des mécanismes oubliés, des passages vers l'inconnu, les vestiges d'un empire qui n'a jamais vu le jour. Et aux confins de la galaxie, il existe des endroits où la voie du web est toujours animée. Là où quelque chose attend. Le corps de l'empereur repose sur le trône d'or, une enveloppe brisée, un vaisseau qui s'est depuis longtemps desséché. Sa chair mortelle a disparu, consumée par le feu implacable de l'immatérium. Son corps se décompose, ses os se transforment en poussière sur le siège de son pouvoir, mais son esprit perdure. L'Imperium appelle cela la divinité. Les grands seigneurs parlent de sacrifice. Mais sous les flèches imposantes du palais impérial, dans les voûtes du savoir que personne n'est autorisé à pénétrer, il y a des murmures sur quelque chose d'autre. Certains pensent que l'empereur n'est pas simplement en train de mourir, mais qu'il se transforme. Le nom de l'enfant étoile est à peine prononcé aujourd'hui, perdu dans la doctrine, enterré sous le poids de la foi de fer de l'ecclésiarchie. Mais les textes anciens en conservent la signification. Une prophétie, un destin qui n'était pas censé être prononcé à voix haute. Il y est question de l'éclatement de la conscience de l'empereur, de son essence qui s'éparpille dans le vide de la distorsion pour se fondre en quelque chose de nouveau. Non pas un cadavre pourrissant dans une prison dorée, mais une force se préparant à renaître. L'Imperium n'acceptera jamais cette vérité. Pour eux, l'empereur doit toujours être tel qu'il était, immuable, éternel, un dieu dans sa forme et sa volonté. Mais même au sein des plus hautes instances de l'Inquisition, certains soupçonnent qu'il n'est pas tout à fait entier. Son esprit est fragmenté, des morceaux de son être dérivant au-delà de la matière, au-delà de ce qui peut être compris. Certains disent qu'il tend la main. Parmi les vaisseaux noirs, où les psycheurs sont rassemblés pour être sacrifiés, il y a ceux qui ne crient pas lorsqu'ils sont livrés au trône. Certains chuchotent avant que la lumière ne les consume. Ils parlent de rêves, d'une voix qui n'appartient pas à l'empereur qu'on leur a appris à vénérer. Ils parlent d'un enfant fait de lumière, qui attend au-delà du vide. Ils ne meurent pas avec la terreur dans les yeux. Ils meurent en souriant. L'Adeptus Mechanicus, dans sa vénération infinie pour le trône, refuse d'admettre son déclin. Il remplace ses composants défaillants,
superposant technologie sur technologie, liant l'empereur de plus en plus étroitement au royaume physique, refusant de le laisser partir. Mais il existe des archives, cachées au plus profond de Mars, de l'époque où son corps a commencé à faiblir, où les premiers prêtres techniciens ont entendu des murmures émanant de la machine, non pas de l'homme qui y est enfermé, mais de quelque chose qui se trouve au-delà d'elle, quelque chose qui tendait vers l'extérieur, à la recherche de quelque chose de perdu. On dit que dans la grande bibliothèque noire des Eldar, il y a des fragments de prophéties concernant l'empereur humain, dispersés à travers des âges de guerre et de ruines. Les Eldar, malgré toute leur arrogance, ne prétendent pas comprendre sa nature. Ils ne le nomment pas comme ils nomment leur propre Dieu mourant. Mais certains textes parlent d'un être qui sera déchiré et qui pourtant perdurera, dont l'âme se dispersera, mais ne s'éteindra jamais. Le projet Webway a échoué. La grande croisade a été anéantie. L'hérésie d'Horus a laissé l'impérium en ruine. Mais le projet de l'empereur n'a jamais été une simple conquête. Il visait l'avenir, quelque chose au-delà de cet âge brutal de guerre et d'effusion de sang. S'il avait prévu son destin, s'il savait qu'il serait lié au trône, il savait peut-être quelque chose de plus, que ce n'était pas la fin, mais un seuil. Si l'enfant des étoiles est réel, alors la mort de l'empereur ne sera pas une mort du tout. Et s'il revient, si son esprit renaît dans le vide, si l'acte final de sa grande œuvre est encore à venir, alors ceux qui étaient perdus, ceux dont les noms ont été rayés de l'histoire, peuvent encore avoir un rôle à jouer. Les fils perdus ont été effacés. Leurs légions ont été détruites. Mais rien n'est vraiment perdu dans le Warp. S'ils ont été jetés dans l'abîme, s'ils ont été exilés vers un destin invisible, ce n'est pas sans raison. Peut-être ont-ils été retirés parce qu'ils en voyaient trop. Peut-être ont-ils été enlevés parce qu'ils étaient destinés à autre chose. Quelque chose qui n'a pas encore commencé. Et dans l'obscurité de l'immatérium, au-delà du temps, au-delà du voile de la réalité, les échos résonnent encore. L'empereur attend, les perdus restent, et les étoiles murmurent ce qui reste à venir. L'impérium ne tolère pas les questions. Il ne supporte pas l'incertitude. La vérité dans sa forme la plus brute est dangereuse. Le tissu de l'impérium est fait de foi, pas de raison, et sa survie dépend du contrôle rigide de ce qui peut et ne peut pas être connu. L'ecclésiologie veille à ce que ce contrôle soit absolu. Il n'y a pas de place pour la dissidence au sein du culte impérialiste. L'empereur est Dieu, l'impérium est son royaume divin, et les Écritures décrètent tout ce qui doit être su. Ce qui existe en dehors de cette vérité est une hérésie, et l'hérésie, c'est la mort. Cette doctrine n'est pas défendue par la simple croyance, mais par la force. L'Inquisition parcourt la galaxie à la recherche de ceux qui recherchent des connaissances interdites, de ceux qui fouillent trop profondément dans le passé. Les vaisseaux noirs, la Schola Progenium, l'Ordo Hereticus, tous existent pour préserver l'ignorance là où elle est nécessaire. L'Impérium ne souffre pas la curiosité, il la brûle. Il y a des histoires qui ne doivent jamais être racontées. Le sort des Légions 2 et 11 en fait partie. Il fut un temps, il y a bien longtemps, où les souvenants faisaient la chronique de la grande croisade, où les érudits cherchaient à consigner chaque triomphe de la grande campagne de l'empereur. Ils parlaient des primarques, des légions, des victoires qui ont façonné les étoiles. Et pourtant, dans les documents les plus anciens, il y a des lacunes. Un silence, là où il devrait y avoir des noms. Des batailles menées par des fantômes. Des flottes qui n'ont jamais existé. La suppression de ces documents n'est pas le fruit du temps ou d'un accident. Elle est délibérée, menée avec une efficacité impitoyable. L'administratum n'oublie pas. L'Ordo Redactus y veille. Les grandes bibliothèques de Terra
contiennent des archives qui remontent aux jours précédant la naissance de l'Imperium, mais elles ne contiennent rien des fils perdus. Il n'en reste même pas des murmures. Pourtant, dans les voûtes les plus sombres, parmi les archives inquisitoriales, parmi les tombes scellées de la connaissance où seuls les plus puissants peuvent marcher, il y a des traces. Pas des récits complets, pas des noms, juste les échos de quelque chose qui a existé. Mention d'une grande purge. D'une décision si définitive, si absolue, que même les fils les plus proches de l'empereur n'en parleront pas. Ceux qui ont cherché la vérité ont souffert pour cela. Il y a eu des inquisiteurs qui ont tourné leur regard vers les légions perdues, croyant pouvoir reconstituer ce qui avait été enterré. Ils disparaissent. Leur travail est effacé. Leurs noms sont retirés des registres de l'Ordos, et on ne parle plus jamais de leurs actes. Certains érudits ont cherché à comprendre les lacunes de l'histoire de la Grande Croisade. Ils ont osé se demander pourquoi 20 primarques ont été créés, alors qu'il n'en reste que 18. Leur destin est le même. S'ils ont de la chance, ils sont brûlés. Sinon, ils sont enlevés. Les vaisseaux noirs ne sont pas réservés aux Psykers. Et il y a les autres, les Astartes, guerriers de l'Adeptus Astartes, dont la mémoire génétique porte des fragments d'un passé qu'ils ne devraient pas se rappeler. Ceux qui sont assez âgés, ceux dont la vie a traversé les millénaires, ont des moments d'hésitation lorsqu'ils parlent du passé. Une pause, un regard, comme si quelque chose s'agitait dans leur esprit qui ne devrait pas y être. Mais ils ne parlent pas. Ils sont mieux informés. Ce n'est pas seulement l'ecclésiarchie qui impose ce silence. C'est l'Imperium lui-même. Parce que la vérité effacée n'était pas seulement dangereuse, elle était insupportable. Certains disent que les fils perdus ont commis un péché si grave que leur mémoire même a dû être effacée de l'existence. D'autres disent qu'ils ont vu une vérité si profonde qu'ils ne pouvaient pas être autorisés à vivre. Et il y a ceux qui, dans les profondeurs du Warp, murmurent qu'ils n'ont pas été effacés, parce qu'ils représentaient une menace pour l'Imperium, mais parce qu'ils étaient son salut. Si c'est vrai, alors l'Imperium s'est construit sur un mensonge. Un mensonge si profond, si vaste, qu'en le dénouant, tout s'écroulerait. C'est pourquoi la vérité ne sera jamais connue, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et le pouvoir est la chose que l'Imperium craint le plus. L'Imperium les déclare disparus. Leurs noms sont effacés, leurs héritages brisés, leur existence même condamnée au silence. Mais le silence n'est pas la même chose que la mort. Certains croient que les fils perdus n'ont pas péri, mais qu'ils ont été jetés en exil, hors de portée de l'histoire, hors de la lumière du royaume de l'empereur. Le vide est infini. L'Imperium, malgré son immensité, malgré les milliards d'étoiles qu'il prétend dominer, ne représente qu'une fraction de la galaxie. Il existe des régions de l'espace où aucun vaisseau humain n'a jamais mis les pieds, des secteurs où l'Astronomicon ne brille pas, des endroits où la portée de l'Imperium faiblit et est engloutie par les ténèbres. Si l'empereur n'a pas détruit ses fils perdus, il les a peut-être envoyés au loin, au-delà de la limite de l'espace connu, à l'abri des regards les plus vigilants. Certains prétendent qu'ils ont été bannis, non pas tués, non pas purgés, mais chassés. Que l'empereur, dans son infinie volonté, ne pouvait supporter de détruire ses propres créations, mais ne pouvait leur permettre de rester. Il les a enfermés, loin de Terra, loin de la Grande Croisade, dans le vide noir où leur voix ne serait plus jamais entendue. La théorie de l'exil perdure depuis des siècles, chuchotée par ceux qui osent penser au-delà de ce qui est permis. On raconte que pendant la Grande Croisade, certaines régions de l'espace ont été interdites. Des systèmes entiers marqués
comme des endroits où les vaisseaux impériaux ne devaient pas pénétrer. Non pas à cause des xénos, non pas à cause des tempêtes de distorsion, mais à cause de quelque chose d'autre, une présence qui ne devait pas être dérangée. Il existe des mondes dans des régions inexplorées de l'espace où se dressent des ruines qui n'appartiennent pas à l'Impérium, où les inscriptions portent des symboles inconnus de toutes les légions restantes. Il existe des signaux faibles et déformés captés par des relais Vox à longue portée, des transmissions anciennes qui ne correspondent à aucun dialecte impérial connu. Certains parlent de flottes fantômes, de vaisseaux de conception oubliés, se déplaçant dans les abysses au-delà des frontières de l'Impérium, ne suivant aucune carte stellaire connue, ne répondant à aucune autorité reconnue. Si les fils perdus ont survécu, que sont-ils devenus? L'Impérium change ceux qui le quittent. Un seul siècle hors de sa portée peut transformer même le plus loyal des serviteurs en quelque chose de méconnaissable. Les primarques perdus, s'ils ont été envoyés hors de sa portée, ont disparu depuis 10 000 ans. Que seraient-ils devenus? Ressembleraient-ils encore à leurs frères? S'accrocheraient-ils encore aux idéaux de la Grande Croisade? Ou bien le temps, la distance et l'exil les auraient-ils transformés en quelque chose d'autre? Certains murmurent qu'ils ont bâti leur propre empire dans le vide, un royaume de guerriers oubliés, des soldats qui marchent encore sous des bannières que l'Impérium a tenté d'effacer. S'ils subsistent, leurs disciples ne ressembleront plus aux légions d'autrefois. Leurs enseignements auraient divergé. Leur philosophie aurait été déformée par l'isolement, par le fardeau de la mise à l'écart. Et s'ils sont encore en vie, la question la plus terrible demeure. Peuvent-ils revenir? Certains croient qu'ils n'ont jamais cessé d'observer. Que quelque part dans le noir profond, au-delà du vide de l'espace impérial, les fils perdus attendent. Qu'ils voient l'Impérium pour ce qu'il est devenu, un empire en ruine construit sur le dogme et le sang, lié à la stagnation et à la décadence, gouverné non pas par la grande vision de l'empereur, mais par les mains craintives d'hommes inférieurs. L'Impérium les a oubliés, mais ils n'ont pas oublié l'Empire. S'ils reviennent, ce ne sera pas en tant que frères de Guilliman, Russe ou Dorn. Il s'agira d'une toute autre chose. Et lorsque ce jour viendra, l'Impérium n'aura plus aucune trace de ce qu'il a jadis rejeté. Il n'a aucune idée de ce à quoi il sera confronté. Seul le silence qui précède la tempête. L'Impérium pourri. C'était autrefois le plus grand empire que l'humanité ait jamais connu. Un colosse couvrant les étoiles, bâti sur la conquête, l'unité et la volonté inébranlable de l'empereur. Mais le temps l'a usé. Les fissures se sont creusées, se propageant à travers ses fondations, s'élargissant au fil des siècles. L'Astronomicon vacille. L'Adeptus Terra se noie dans sa propre bureaucratie et la guerre est devenue la seule constante. L'Impérium était censé être un âge d'or, un bastion de l'ordre dans une galaxie hostile. Aujourd'hui, c'est un royaume en ruine, où la foi a remplacé la raison, où l'ignorance fait loi, où le rêve d'unité a été perdu face au poids étouffant de l'oppression. L'empereur demeure sur son trône d'or, ni vivant ni mort, un dieu silencieux enfermé dans une prison de chair et de machines. Son impérium n'a jamais été conçu pour être ainsi. Sa grande vision a été enterrée sous les dogmes de l'ecclésiarchie, la cupidité des hauts seigneurs, la brutalité incontrôlée de l'Inquisition. Et à travers les étoiles, il s'effondre. Depuis 10 000 ans, l'Impérium se bat pour survivre, se saignant à blanc pour maintenir le peu qui reste. Des mondes brûlent, des flottes sont perdues, la guerre est sans fin. Le rêve d'unité a depuis longtemps cédé la place au désespoir. Mais dans les endroits sombres de la galaxie, dans le vide au-delà de la portée de la lumière de l'Impérium, il y a ceux qui se souviennent d'un temps passé. Il y a ceux qui ont été effacés, mais pas détruits.
Les primarques perdus, s'ils existent encore, ont vu l'impérium s'étioler. Ils l'ont vu devenir ce que leur père n'avait jamais voulu, ce que leur frère n'avait jamais prévu. Ils ont vu la corruption, la stagnation, la mort lente et inévitable de l'empire pour lequel ils s'étaient autrefois battus. S'ils reviennent, ce ne sera pas comme des fils perdus cherchant à se réconcilier. Ils reviendront sous une toute autre forme. Pour l'impérium, ils seraient anathèmes, une force hors de son contrôle, hors de sa compréhension. Ils ne seraient pas liés par les décrets des grands seigneurs, ni par la foi de l'ecclésiarchie, ni par les lois décrépites d'un empire mourant. Ils ne s'agenouilleraient pas devant le trône vide. Certains les qualifieraient de sauveurs. Certains parleraient de vengeance. Leur légion était brisée, mais si même une fraction de leurs guerriers existait encore, ils représenteraient quelque chose que l'impérium n'a pas vu depuis 10 000 ans. Des Astartes sans entrave. Pas de serment au codex, pas de loyauté envers Terra, pas de dévotion aveugle à une foi qui a consumé l'âme de l'impérium. Ils viendraient dans un but précis, avec leur propre vision de ce que l'humanité est censée être. Et cette vision ne s'alignerait pas sur celle à laquelle l'impérium s'accroche depuis si longtemps. Pour les dirigeants de l'impérium, leur retour serait un cataclysme. Pour les ennemis de l'humanité, il s'agirait d'un bilan. La galaxie est au bord de l'effondrement. L'impérium est à bout de souffle, menant des guerres sur tous les fronts, perdant du terrain à chaque siècle qui passe. Le chaos se renforce. Les empires xénos s'élèvent sur les ruines de la domination humaine. Les tyrannides dévorent le vide. Les nécrons se réveillent. L'ancien équilibre ne tient plus. C'est dans ce contexte de décomposition que les primarques perdus, s'il en reste, trouveront leur moment. Ils ont été effacés de l'histoire, mais l'histoire n'est pas encore terminée. L'impérium les a oubliés, mais ils n'ont pas oublié l'Empire. Alors que la galaxie brûle, que les échos de la guerre s'amplifient, que le dernier âge de l'humanité se profile à l'horizon, une vérité demeure. Les perdus ne sont jamais vraiment perdus. Ils ne font qu'attendre. L'empereur n'agit pas sur un coup de tête. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque guerre menée en son nom s'inscrivait dans un dessein vaste et inconnu, un plan tissé dans la trame même du temps. La Grande Croisade n'était pas simplement une campagne de conquête, mais une façon de façonner l'avenir, de forger le destin de l'humanité. Rien n'était sans but. Les primarques n'étaient pas des accidents de la science. Ils ont été façonnés, sculptés par la main de l'empereur, chacun étant le reflet de sa volonté, chacun étant un outil destiné à servir une fonction plus importante. Aucun d'entre eux n'a été créé à la légère. Et pourtant, 2 d'entre eux, 2 pierres angulaires irremplaçables de son grand dessein, furent rayés de l'histoire, effacés avec une finalité que même la trahison n'avait pas justifiée. Mais l'empereur ne gaspillait pas. Il ne se débarrasse pas de ses fils sans raison. L'enlèvement de ses fils perdus n'était pas un acte de colère, ni une punition. Il s'agissait d'autre chose. Il ne s'agit peut-être pas d'une destruction, mais d'une préservation. Peut-être n'ont-ils jamais été destinés à être perdus. Certains pensent que les 2 et 11 n'ont pas été effacés parce qu'ils avaient échoué, mais parce qu'ils étaient trop importants pour être conservés. Que l'empereur, dans son infinie clairvoyance, a vu quelque chose qu'aucun de ses autres fils ne pouvait comprendre. Il savait, alors même que la Grande Croisade se poursuivait, qu'un jour viendrait où l'impérium serait au bord du précipice de l'anéantissement. Qu'à l'heure où l'humanité a le plus besoin de quelque chose de plus grand, il faut quelque chose de plus grand. Un dernier pari. Certains vestiges de connaissances suggèrent que les fils perdus n'ont pas été retirés de l'impérium, mais qu'ils ont été soustraits à la vue de l'impérium, qu'ils ont été cachés,
placés hors de portée de l'histoire, leurs légions scellées dans une voûte temporelle, dans une prison d'exil, où la corruption de l'impérium, les guerres, les trahisons, la lente décadence ne les atteindrait pas. Il existe des mondes dans le vide le plus profond, sans nom et oubliés, où se dressent les ruines de forteresses dont les murs sont marqués par des symboles qui n'appartiennent à aucune légion connue. Au sein du Mechanicus, il existe des dossiers sur de grandes constructions dont l'objectif n'a jamais été enregistré, de vastes stations construites dans un but inconnu, puis abandonnées sans explication. L'Inquisition murmure l'existence d'une flotte perdue, une flotte qui a quitté le système Sol sous le commandement de l'empereur et que l'on n'a jamais revue. Les fils perdus n'ont pas été rejetés, ils ont été mis de côté. Si c'est le cas, leur absence n'est ni une tragédie, ni une erreur. C'est la clé de quelque chose à venir. Pendant 10 000 ans, l'Imperium a lutté, saigné, survécu. Mais la survie n'est pas la victoire. L'Imperium se meurt, ses fondations reposant sur une guerre sans fin, son peuple enchaîné à un cadavre en décomposition qui ne peut plus le guider. Si l'empereur a prévu ce destin, il a peut-être fait des préparatifs. Peut-être n'avait-il pas l'intention de s'asseoir sur le trône d'or pour toujours. Peut-être les fils perdus étaient-ils sa sécurité, le plan d'urgence qu'il avait mis en place lorsqu'il avait vu que son impérium ne deviendrait pas l'empire parfait qu'il avait imaginé. S'il savait que la galaxie tomberait en ruine, s'il savait que son empire stagnerait, alors il aurait fait en sorte que quelque chose reste hors de sa portée. Quelque chose de pur, quelque chose à temps. Et maintenant, alors que l'impérium vacille, que ses ennemis le pressent de toutes parts, que les braises de son époque moribonde vacillent dans l'immensité du vide, il se peut que quelque chose s'agite. Leurs noms ont été effacés, mais ce n'est pas le cas. Les fils perdus sont partis. Mais ils ne sont pas oubliés. Ils n'ont jamais été oubliés. Et si le dernier coup de l'empereur n'a pas encore été joué, alors la galaxie n'a pas encore connu sa dernière guerre. Les fils perdus peuvent encore revenir, non pas comme des reliques du passé, mais comme les signes avant-coureurs de ce qui est à venir. Le plan de l'empereur a toujours été en marche, et il n'est pas encore terminé. Le temps n'est pas un fleuve. Il ne s'écoule pas dans une seule direction. Il ne se déplace pas du passé vers l'avenir en une ligne ininterrompue. Le temps est une spirale, un écho qui résonne à travers l'éternité, un cycle qui se répète, se fracturant en de nouvelles possibilités alors même qu'il suit des chemins déjà parcourus. L'Imperium ne voit pas cela. Il ne comprend pas la forme de sa propre histoire, les courants qui l'entraînent vers le même destin, encore et encore. Mais il y a ceux qui le font. Au plus profond de la voie du web, là où aucun humain ne devrait s'aventurer, la bibliothèque noire renferme des connaissances si vastes et si dangereuses que même les Eldars craignent d'en parler. Ces salles contiennent les plus anciennes archives de l'Immaterium, de l'Ascension et de la chute des empires, de la folie rampante qui se cache sous la réalité. On dit que parmi ces tomes interdits, il y a des murmures sur les fils perdus, des traces d'un événement si terrible que même les Xénos ne le nomment pas. Ce n'est pas une guerre, pas une rébellion, mais quelque chose de pire. Les sages Eldar ont vu les échos de ce passé dans leurs runes, dans les possibilités infinies qu'elles projettent devant eux. Ils ne parlent pas des 2 et 11, car ils ne connaissent pas leur nom, mais ils voient le trou laissé derrière eux, une blessure dans l'histoire qui ne devrait pas exister. Ils en ont cherché le sens, pour découvrir que les fils du destin s'effilochent lorsqu'ils se rapprochent trop, se dissolvant dans le paradoxe et l'incertitude. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, quelque chose de si monumental que ses conséquences se répercutent encore dans le temps. Et ce n'est pas fini.
Des prophéties enfermées dans la bibliothèque parlent d'un cycle qui n'a pas encore pris fin. Une guerre commencée dans le passé, poursuivie dans le présent, attendant son acte final. Une prophétie qui ne nomme pas l'empereur, mais qui décrit un être qui lui ressemble, une force qui devait mettre fin à la longue guerre, briser à jamais l'emprise du chaos. Mais quelque chose est intervenu. Quelque chose a brisé le cycle avant qu'il ne puisse s'achever, laissant la galaxie enfermée dans la stagnation, piégée dans un âge qui n'était pas censé exister. Les navigateurs des grands vaisseaux vides, ceux qui sont dotés de la troisième vue, ont eu des aperçus de cet avenir. Dans leurs rêves, dans les profondeurs de la distorsion, là où l'astronomiquant s'estompe, ils ont des visions qui n'appartiennent pas au présent. Ils voient des guerriers dorés se dresser sur les ruines de Terra. Ils voient une guerre sans précédent. Ils voient des ombres se mouvoir dans les ténèbres, invisibles mais toujours présentes. Certains se réveillent en hurlant, l'esprit brisé par ce qu'ils ont vu. D'autres ne se réveillent jamais. Les plus doués d'entre eux, ceux dont la lignée remonte au jour précédant l'Imperium, ont parlé à voix basse de deux silhouettes, floues et lointaines, se tenant au bord du précipice du temps lui-même. Ce ne sont pas l'empereur, ce ne sont pas ses fils, comme on s'en souvient. Il s'agit de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas encore revenu. Dans les voûtes cachées de l'Inquisition, des rapports font état de phénomènes étranges, des fluctuations dans la distorsion, des signaux provenant de l'espace lointain qui ne correspondent à aucune fréquence impériale connue, des perturbations qui ressemblent à des voix, parlant dans des dialectes qui ne devraient pas exister. Certains les considèrent comme des échos de colonies perdues, des transmissions erronées provenant de mondes humains oubliés. Mais d'autres, ceux qui comprennent la nature de la distorsion, savent mieux. Il ne s'agit pas d'échos du passé, ce sont des ombres de l'avenir. L'Adeptus Mechanicus, malgré son attachement à la logique, a enregistré des anomalies qui défient sa compréhension. Des machines qui devraient être mortes se réveillent soudainement. Des calculs produisant des résultats qui ne correspondent pas à la physique connue. Des schémas émergent du vide, comme si quelque chose remontait le temps, alignant les pièces d'un puzzle qui n'a pas encore été achevé. Le grand cycle se déplace, et la galaxie avec lui. L'hérésie d'Horus n'a pas été la première grande guerre de l'humanité, et ne sera pas la dernière. La montée du chaos n'était pas un événement unique, mais faisait partie de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui s'est joué à travers les âges, avec à chaque fois de nouveaux noms, de nouveaux visages, mais le même conflit. La lutte pour l'âme de l'humanité n'a pas commencé avec l'empereur, et elle ne se terminera pas avec lui. S'il a prévu cela, s'il a compris la nature de ce qui allait arriver, alors peut-être que ses plans ne concernaient pas seulement l'Imperium. Peut-être a-t-il regardé au-delà de la Grande Croisade, au-delà de l'hérésie, au-delà même de l'âge actuel de la guerre, et a-t-il vu la bataille qui devait encore être livrée? Peut-être que l'effacement de ses fils perdus n'était pas une fin, mais un début. S'ils existent encore, c'est qu'ils font partie de quelque chose de plus grand que l'Imperium, de plus grand que la vision de l'empereur, de plus grand que le cycle qui lie la galaxie. Ils ont été retirés, non pas pour être oubliés, mais pour être placés là où ils sont le plus nécessaires. L'Imperium ne voit pas le schéma. Il s'accroche au passé, se noyant dans sa propre décadence. Mais il y a ceux qui regardent, ceux qui attendent, ceux qui se souviennent. Et quand viendra la bataille finale, quand le cycle atteindra son point de rupture, quand l'Imperium devra enfin faire face à ses responsabilités, les fils perdus se tiendront à la lisière du temps, pas en tant que souvenirs, pas en tant que fantômes, mais comme les dernières pièces du grand dessein de l'empereur. Un projet qui n'est pas encore achevé, une prophétie à venir.
Les primarques perdus restent une énigme. Leur absence est une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Leurs noms ont été effacés, leurs actes rayés de l'histoire, leur existence niée par ceux qui prétendent détenir la vérité. Et pourtant, malgré tous les efforts de l'Imperium pour oublier, ils ne sont pas oubliés. Leur silence perdure, un écho qui se répercute dans les couloirs du temps. La Grande Croisade était une marche vers l'unité, une grande vision destinée à faire entrer l'humanité dans un âge d'or. Mais cette vision a été brisée bien avant l'hérésie d'Horus, lorsque 2 des propres fils de l'empereur ont été supprimés, leur légion démantelée, leur présence enterrée sous des couches de secrets et de peur. L'Imperium ne se souvient pas d'eux, mais il ressent leur absence. Il y a des archives, fragmentées, incomplètes, qui font allusion à des guerres menées par des guerriers dont les noms ont été effacés depuis. Il y a des ruines sur des mondes lointains, des forteresses et des monuments qui ne portent aucune allégeance à l'une des légions connues. D'anciens champs de bataille abritent les restes de géants, vêtus d'armures dont les couleurs ne correspondent pas à celles des primarques survivants. Les preuves de leur existence n'ont pas été entièrement détruites, mais la vérité est perdue. Parmi les plus anciens des Astartes, certains se souviennent d'un passé qui n'existe plus. Parmi les membres de l'Inquisition, certains ont lu des dossiers qui ne devraient pas exister. Parmi les astropathes, il y a ceux qui ont entendu des chuchotements dans la distorsion, des chuchotements provenant de quelque chose qui ne devrait pas être. Les théories sont innombrables. Certains disent que les fils perdus se sont retournés contre l'empereur avant même la fin de la Grande Croisade, qu'ils se sont trop éloignés de sa vision et qu'ils ont été rejetés en guise d'avertissement. D'autres prétendent qu'ils n'ont pas failli à l'Imperium, mais qu'ils ont été sacrifiés pour son avenir, enlevés non pas par punition, mais par nécessité. Certains murmurent qu'ils existent toujours, cachés hors de portée de l'histoire, attendant le moment où l'on fera de nouveau appel à eux. L'Imperium est au bord de la ruine. Pendant 10 000 ans, il s'est battu pour survivre, menant la guerre contre lui-même autant que contre les ennemis qui l'entourent. Le rêve d'unité s'est depuis longtemps évanoui, remplacé par la stagnation, la corruption et une soif de sang inextinguible. L'empereur est enterré sur son trône, son esprit fragmenté, son empire s'effondrant sous le poids de ses propres échecs. Si les fils perdus étaient restés, les choses auraient-elles pu être différentes? Si leur légion s'était tenue aux côtés de Guilliman, Dorn et Russ, l'Imperium aurait-il été plus fort? Ou bien leur élimination était-elle le seul moyen de faire aboutir le plan de l'empereur? Ce sont des questions auxquelles on ne répondra jamais, des théories qui ne seront jamais prouvées. L'Imperium ne cherche pas la vérité. Il la craint. Et pourtant, leur absence n'a jamais été aussi profonde. La galaxie s'effondre. L'Imperium est à bout de souffle, ses forces battues, ses dirigeants enfermés dans une lutte qu'ils ne peuvent gagner. Le chaos s'installe, les empires xénos s'enhardissent, et l'avenir de l'humanité n'a jamais été aussi incertain. Le rêve de l'empereur a été réduit à l'état de ruine, et ceux qui gouvernent en son nom se battent non pas pour étendre sa vision, mais pour empêcher l'Imperium de mourir complètement. Peut-être que les fils perdus n'étaient pas censés revenir. Peut-être que leur histoire s'est arrêtée au moment où ils ont été effacés. Ou peut-être sont-ils restés, attendant dans l'obscurité, invisibles mais jamais vraiment disparus. Les primarques perdus sont une question sans réponse, un mystère sans fin. Et c'est peut-être ainsi que les choses ont toujours dû se passer.